Korogo, Bouaké, San Pedro, la destination vers ces villes par voie aérienne se précise. L'un des deux bombardiers K400 Next-Gen fabriqués par une compagnie canadienne est arrivé hier à Abidjan. C'est un avion de 67 places. La production en gaz et en pétrole de la Côte d'Ivoire connaîtra les mois à venir un accroissement. Une nouvelle plateforme pétrolière offshore est en installation dans les eaux ivoiriennes et permettra de produire 7000 barils de pétrole par jour. Gilles Touré, styliste, modéliste ivoirien, a célébré hier les 20 ans marquant sa carrière dans le milieu. Féerie 20 ans de mode. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, était de la fête. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h du RTI 1. Côte d'Ivoire va bientôt desservir des villes de l'intérieur du pays grâce à l'arrivée de deux avions bombardiers K400 Next-Gen. Hier, à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët, l'un de ses premiers bombardiers a atterri. C'est un appareil de 67 places qui a coûté à l'État ivoirien plus de 11 milliards de francs CFA. Le reportage de Francis Boifou. Rapide, silencieux et éco-énergétique, cet avion appelé bombardier Q400 Next-Gen dispose de 7 fauteuils en classe affaires, 60 en classe économique et des coffres à bagages spacieux. La Côte d'Ivoire vient de s'acheter 2 avions de ce type. Ces appareils font partie des plus avancés au monde sur le plan technologique. Les 2 avions nous ont coûté autour de 45 millions de dollars, disons 23 milliards de francs CFA. Ça veut dire qu'un avion coûte environ 11 milliards et demi. On vient de réaliser un peu le rêve du ministre. Quand nous avons commencé les vols que j'appelais les vols régionaux, nous avions eu à louer les avions. Ça veut dire les 319 que nous avons, c'est des avions que nous avons loués. Pour une fois, nous avons des avions qui nous appartiennent. Les 2 bombardiers sont destinés au réseau domestique de la compagnie Air Côte d'Ivoire. Ils devront permettre aux populations ivoiriennes d'aller à Korogo, Bouaké et San Pedro. C'est un acte très fort au niveau de notre compagnie nationale parce que l'objectif que nous avons, c'est vraiment de faire en sorte que Abidjan soit le hub de l'Afrique de l'Ouest. Et on ne peut pas être hub tant qu'on n'a pas une grande compagnie nationale. Bientôt 2 ans que la compagnie Air Côte d'Ivoire a lancé ses activités. Mais les résultats sont encourageants selon des spécialistes du transport aérien. La compagnie dessert 18 capitales africaines avec 13 vols à partir d'Abidjan et 6 vols avec escale et un taux de ponctualité établi à 85%. La production en gaz et en pétrole de la Côte d'Ivoire connaîtra les mois à venir un accroissement. Une nouvelle plateforme pétrolière offshore est en installation dans les eaux ivoiriennes, précisément dans la zone de Jacquesville. C'est un investissement d'environ 160 milliards de francs CFA et qui permettra de produire 7000 barils de pétrole par jour, nous explique Ali Diarasouba. Cette installation a consisté à planter dans la profondeur de l'océan cette masse de fer appelée jaquette. À elle seule, elle pèse près de 3500 tonnes. C'est cette jaquette qui sera le socle de la prochaine plateforme pétrolière offshore, dénommée Marlin, découverte dans les eaux ivoiriennes il y a 2 ans. Nous sommes dans le golfe de Guinée, à 18 km des côtes et à 8 km d'une autre plateforme déjà en production. Cette unité de production de pétrole brut et de gaz naturel de dernière technologie sera mise en service en juillet 2015 par Foxtrot. C'est une très belle aventure pour la Côte d'Ivoire. C'est le début du développement de Marlin et c'est surtout le début d'une grosse opération qui permettra de sécuriser l'approvisionnement en gaz pour la Côte d'Ivoire sur quelques années. Le contrat que l'on a avec la Côte d'Ivoire est un contrat qui dit que nous devons livrer 140 millions de pieds cubes de gaz à la Côte d'Ivoire pour le secteur électrique principalement. Le projet Marlin, la partie construction, c'est 400 millions de dollars. La partie forage qu'on va faire une fois que la construction est faite, c'est 250 millions de dollars. Donc l'ensemble du projet de Marlin, ça représente 650 millions de dollars qui auront été dépensés, disons, de 2012 à 2016. La capacité de production de la plateforme Marlin sera de 12 000 barils de pétrole brut par jour et 4,4 millions de mètres cubes de gaz naturel par jour. Elle est destinée à alimenter notamment en gaz naturel la centrale d'Azito, les compagnies ivoiriennes en charge de l'électricité et de l'énergie, ainsi que les centrales d'Agreco
L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et le ministère des Ressources animales et halieutiques viennent d'effectuer une visite de terrain à Grand Lahou. La région va bénéficier de fours améliorés grâce à la FAO pour la transformation des produits halieutiques. Le reportage à Grand Lahou de Grace Kando. La région de Grand Lahou est une zone à forte potentialité en matière de ressources halieutiques. Cette région est première productrice de poissons sur le plan national. À juste titre donc, le gouvernement mène des actions dans la zone littorale de cette localité. Il s'agit notamment de la création d'un centre de pêche de plus de 13 milliards de francs CFA avec un port d'application comprenant 8 bateaux et un centre d'aquaculture pour l'élevage des crustacés. Et au premier trimestre de l'année 2015, des fours améliorés pour la transformation des produits halieutiques seront installés. L'initiative est du ministère des Ressources animales et halieutiques en partenariat avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO. Une visite de prospection dans la localité est organisée. Dans les statistiques, Grand Lahou est un département qui produit beaucoup de produits halieutiques. Oui, en ce qui concerne les produits du poisson, nous avons plus de 300 tonnes par an. La majorité de ce produit est transformé et la forme de transformation habituelle, c'est la transformation artisanale, c'est-à-dire le fumage du poisson. Et comme ce produit est mis sur le marché, il faut un minimum de conditions d'hygiène, d'où la nécessité de construire des fours améliorés. Les actions ont déjà commencé, la sensibilisation des acteurs. Et aussi, on a demandé à la mairie que je dirige, à la commune de faire les hangars, mais également de faire la plateforme, d'accompagner le projet. Donc, nous sommes engagés dans ce projet. Je voulais profiter de l'occasion pour féliciter et saluer le gouvernement pour cette belle initiative, mais surtout nos partenaires. Cependant, quelques difficultés demeurent. Il s'agit entre autres de l'érosion marine, de l'ensablement, de l'embouchure et des plans d'eau. La coordonnatrice du compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire était l'invitée du magazine de ce dimanche présenté par Alvor Assa. Euphrasie Yao, titulaire de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision, s'est prononcée sur le compendium. C'est un programme de valorisation des compétences féminines ivoiriennes de tout niveau. Nous vous proposons un extrait de leur entretien. L'objectif, c'est de renforcer la visibilité. On souhaiterait que les femmes soient visibles. Quand je parle de visibilité, je vois toujours, c'est comme si c'était des lampes qui étaient allumées, mais qui sont fermées par une cuvette. Imaginez ça. Et on enlève la cuvette, on voit toutes ces lampes. Quand il y a des lampes qui ne sont pas bien allumées, on allume et on a toutes ces compétences. Donc en fait, la visibilité. Et ces lampes, ce sont les femmes? Oui, ce sont les femmes. Elles sont là. Il faut qu'on les voit. Donc la participation, on ne les voit pas seulement. Quand on les voit, elles vont participer. Et puis aussi, elles développent leur leadership. Voilà le premier objectif. Le deuxième, c'est, comme il a dit, fournir des informations utiles, mais en temps opportun. Vous savez que souvent, ça arrive à tout le monde. Aux Nations Unies, aux décideurs, ils ont envie de nommer, mais ils n'ont pas les éléments. Donc nous, on veut, à travers le compendium, fournir des informations en temps opportun au président de la République, mais à tous les décideurs. Vous avez déjà vu nos cibles, les ministres, les collectivités décentralisées, les ONG, les partenaires, tous ceux qui ont besoin de compétences pour faire la politique du genre. On a besoin de cela. Et effectivement, on veut aussi identifier les secteurs où les femmes ne sont pas. Nous, aujourd'hui, on a la base de données. On voit des secteurs dans lesquels les femmes ne sont pas, essayer de les corriger. Et enfin, créer ce vaste mouvement solidaire, actif entre femmes compétentes de tout niveau, de tout secteur, de la Côte d'Ivoire et de la diaspora. Voilà, c'était Euphrasie Yao, coordinatrice du compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire. Rendons-nous à présent à l'ouest de la Côte d'Ivoire où la représentante de l'UNICEF, les ministères de la Santé et de la lutte contre le sida et le ministère de l'Éducation nationale étaient en tournée. À Toulepleu, ville frontalière au Libéria, des écoles primaires ont été notamment visitées. Les élèves ont été invités à respecter les mesures d'hygiène pour éviter le virus tueur Ebola. Reportage sur place Steve Bouy. Un
Un vœu cher à ces tout-petits. La fièvre Ebola ne doit pas pénétrer sur le territoire ivoirien. Nous sommes à Toulepleu, ville frontalière au Libéria, un des pays touchés par cette pandémie. Ici, la sensibilisation est menée depuis le mois d'avril dernier. L'UNICEF conduit donc une mission de suivi des activités de prévention. Session de sensibilisation dans les communautés et écoles de la ville pour inculquer les bonnes pratiques. Pour ne pas attraper Ebola, il faut laver les mains régulièrement, éviter de saluer des camarades. Il ne faut pas manger les animaux de brousse. Il ne faut pas serrer la main. Nous avons des réunions. Souvent, les femmes se retrouvent et nous, les leaders, nous faisons tout pour leur parler d'Ebola. Si la Côte d'Ivoire affiche toujours 0 cas d'Ebola, c'est grâce à l'effort conjugué des autorités gouvernementales. Nous demandons aux populations de rester vigilants, d'être constamment en veille, de porter à notre camp, à notre connaissance, tous les cas, toutes les situations, toutes les entrées non autorisées des gens qui rentrent du Libéria, qui rentrent de Guinée. Il faut qu'immédiatement les services de santé soient informés. Un engagement salué par la représentante de l'UNICEF en Côte d'Ivoire. On est vraiment satisfait du travail qu'on a vu et on souhaite dire qu'on est là pour les accompagner jusqu'à la fin pour être sûr que la Côte d'Ivoire va être épargnée du virus Ebola. Cette campagne se déroulera sur 6 mois. Elle permettra de toucher 1063 écoles primaires. 154 centres de santé seront aussi équipés en kits d'hygiène et en dispositifs de lavage des mains. Le gouvernement ivoirien a décidé depuis le 19 octobre de fermer les sites non autorisés, d'expulser tous les orpailleurs non recensés. En vue donc de l'élaboration d'un plan de mise en œuvre de ces mesures, le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi, a échangé avec les différents acteurs impliqués dans cette opération. Reportage Francis Boifo. La décision du gouvernement de procéder à la fermeture des sites non autorisés et l'expulsion de tous les orpailleurs non recensés tient de ce que l'orpaillage cesse dans la grande illégalité et que tous les clandestins utilisent pour leurs activités des produits polluants et toxiques tels le cyanure. Pour la mise à cette décision, des pistes de solutions devaient être ébauchées. D'où cette rencontre initiée par le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi, avec l'ensemble des acteurs de cette opération et les professionnels de la filière aurifère. Ces mesures visent la maîtrise de l'exploitation de l'or en Côte d'Ivoire, avec en prime des dispositions particulières pour mettre un terme à l'alimentation clandestine du cyanure aux orpailleurs. Nous avons décidé de soumettre au gouvernement donc la décision de pouvoir contrôler davantage ces circuits et surtout pouvoir démanteler ces circuits illicites. La deuxième grande mesure, c'est que nous avons demandé aux forces de se retrouver et de proposer dans les meilleurs jours un plan d'opération de déguerpissement de ces sites. Ce plan donc sera soumis au Conseil national de sécurité et le président de la République nous donnera donc ses instructions en la matière. Relativement aux premières opérations de déguerpissement des orpailleurs dans la région de Diokanou, Paul Kofi a informé que 15 d'entre eux qui ont tenté de revenir s'installer sur le site ont été immédiatement mis aux arrêts. Voilà, c'était un récit d'Abou Sanogo. Gilles Touré, styliste, modéliste ivoirien, a célébré hier les 20 ans marquant sa carrière dans le milieu. Ferry, 20 ans de mode, le styliste a offert du beau, du glamour à son public comme il avait promis. Et la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, était de la fête. Elle y était en tant que marraine de cette cérémonie. Témoignage de Jérôme Kofi Abolé. La première dame de Côte d'Ivoire à l'Hôtel Ivoire ce samedi comme prévu, telle une fée pour une soirée féerique. Dominique Ouattara avec à ses côtés plusieurs personnalités, notamment le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kibafori Soro. Une soirée de célébration, l'occasion d'une fête à l'actif du styliste créateur de mode, Gilles Touré, pour marquer ses 20 ans de carrière. Il me plaît, à cet instant de mon propos, de partager avec vous toute la symbolique du nombre 20. Dans la vie d'un humain, 20, c'est l'âge de la maturité. L'on sort des années d'adolescence pour embrasser celle de la vie active et réaliste. Féerie, c'est donc une invitation à découvrir un monde angélique, un univers où le beau côtoie la magie créatrice de l'artiste que je suis. Pour qu'il en arrive là, le styliste créateur de mode n'a eu de cesse d'avoir comme caractéristique
la disposition, la détermination ainsi que le talent. Toutes choses qui méritent soutien et encouragement. Ce qui n'a pas fait défaut au cours de cette soirée à Gilles Touré, pour ses admirateurs, le Petit Poucé. Gilles, pour nous, symbolise l'incarnation d'une génération au talent hors pair. Celui-là dont les créations à la fois destinées aux hommes et aux femmes s'accommodent si bien à toutes les occasions et événements. C'est d'ailleurs pour toutes ces raisons qu'il est à juste titre présenté comme le Petit Poucé de la mode. Monsieur Touré Gilles Roland, styliste, au nom du président de la République de Côte d'Ivoire, nous vous faisons officier de l'ordre du mérite culturel. Marraine de la cérémonie, la première dame de Côte d'Ivoire n'a pas tari d'éloges à l'endroit de son filleul. De ses débuts à nos jours, Gilles Touré a toujours fait preuve d'un immense talent et d'un esprit de créativité extraordinaire qui fait la caractéristique des plus grands stylistes. Durant toute sa carrière, Gilles a gravi tous les échelons et marqué les esprits par son style particulier et son renouvellement permanent. Pour ma part, je dois dire que Gilles Touré réalise à mon intention de superbes tenues depuis plusieurs années, comme celle de ce soir par exemple, et j'ai toujours été enchantée de ses créations. Soirée féerique, elle a surtout été marquée par des défilés de mannequins de tout acabit et des prestations d'artistes bien connus. Entre 20h et 0h cette nuit, que de beauté, que de splendeur pour émerveiller la salle bondée de monde. À y voir de près, Gilles Touré a toujours su où il va. À en juger par les mots qui sont les siens, à savoir prémices, éclosion et rayonnement, figurant sur son magazine Féerie. Pour parler de ce succès, le styliste créateur de mode a démontré ce soir encore que lui seul en a le secret pour avoir mobilisé ce beau monde avec en tête la première dame de Côte d'Ivoire. Dominique Ouattara qui, comme on le voit à cette soirée, n'est pas du tout prête à se départir de ses principes de soutenir tout ce qui touche à la promotion de ses semblables, notamment les femmes. Et on parle à présent de la rumba congolaise. La rumba congolaise, sa splendeur, ses effluves, sa profondeur. C'est l'intitulé de l'ouvrage Essai d'Emmanuel Yao Ngoran, ancien fonctionnaire international, un essai qui se veut la célébration de l'esprit créatif d'un peuple, le peuple congolais. La rumba congolaise, c'est aussi le rythme témoignage de la résistance africaine, dont nous explique Franck Quadio. La rumba marquée par la fraternité, l'excellence conjuguée dans le cercle familial pour porter la mélodie dans les liens affectifs. Des lignes parcourues et la rumba congolaise exprimée sur papier. La rumba congolaise, sa splendeur, ses effluves, ses profondeurs passées au crible. L'essai est réussi par Emmanuel Yao Ngoran, ancien fonctionnaire international. J'ai choisi d'écrire ce livre pour marquer un témoignage, une reconnaissance au Congo, au bassin du Congo, à travers la vibrance de la musique rumba. Le livre est un document de référence, origine de la rumba congolaise, ses influences et une philosophie, la résilience ou la capacité du noir à pallier ses insuffisances. Cette résilience africaine qui est la capacité d'endurance, je le répète, des peuples africains qui ont subi, mais sans rompre. Emmanuel Ngoran, un écrivain donc engagé à travers la rumba. Et quid de l'héritage laissé par Franco, Taboulé et autres, qui reviennent de temps en temps, même lorsqu'ils s'attellent et s'adonnent à la world music, ils reviennent à la rumba fondamentale. 236 pages cadencées. La rumba congolaise, sa splendeur, ses effluves, ses profondeurs se laissent lire et même partager. L'auteur n'est pas que congophile. Il a aussi écrit sur son pays d'origine, la Côte d'Ivoire, 2 autres ouvrages.
Ouvrons à présent la page politique de cette édition avec cette tournée du Rassemblement des Républicains. Il s'agit d'une tournée d'explication de l'appel de Daoukro. Voyons la tournée du secrétaire général du RDS chargé de la réforme de la fiscalité. Appel de Daoukro, message du président du PDCI RDA en faveur de l'unité des Oufouettistes et de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire commence à faire ses effets. Leader des structures et mouvements de soutien des formations politiques composant le RHDP, notamment Force 2015 et Fondation PDCI RDA, se joignent aux élus et cadres du département de Djigo-Dougou à la rencontre des populations. Objectif, expliquer les enjeux de cet appel et susciter l'adhésion des populations. Nous sommes venus avec un mouvement frère. Nous sommes sûrs et certains que seul l'union fait la force et le RHDP peut nous conduire à l'émergence avec Alassane Ouattara. Djigo-Dougou donc l'exemple de permettre, n'est-ce pas, aux enfants de Félix Houphouët-Boigny de se retrouver ensemble et de passer le message. Parce que le message de Daoukro doit avoir une valeur sur le terrain. Et les parents doivent avoir cette valeur-là à travers la présence de tous les animateurs politiques qui vont expliquer à l'unisson la valeur de ces messages. À Djigo-Dougou, chef-lieu du département du même nom, la coalition leader des mouvements de soutien et élu du RDR a traduit l'unité retrouvée des Oufouettistes et démontré la vivacité du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix par un meeting qui a du reste battu le rappel des militants. Le chef de la mission d'explication, Issa Koulibaly, DG des douanes, par ailleurs, secrétaire national chargé de la fiscalité au RDR, est revenu sur le tandem Henri Konan Bédié-Alassane Ouattara. Lorsque Alassane et Bédié se mettent ensemble, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Il s'agit là d'une opportunité unique pour la Côte d'Ivoire de poursuivre son progrès vers l'émergence d'ici les années 2020 pour construire le progrès pour tous, le bonheur pour chacun, comme le dit le président Aimé Henri Konan. Le leader de Force 2015 a fait don d'une moto à la section locale du RDR de Djigo-Dougou. Après un an d'existence, le RACI, Réseau des Amis de Côte d'Ivoire, s'est réuni hier à Cocody. L'objectif était donc de soutenir le président de la République à l'élection de 2015 et faire le bilan à mi-parcours du réseau. Le reportage d'Ahmed Traoré est commenté par Léon Pro. Matinée festive pour les 135 coordinations venues de toutes les contrées du pays pour prendre part aux activités marquant le premier anniversaire du réseau des Amis de Côte d'Ivoire, RACI. Ce conclave, une occasion pour faire le bilan d'une année de mobilisation et d'action pour la paix et le développement en Côte d'Ivoire. Le conclave d'aujourd'hui est un conclave bilan du RACI. Le RACI a été créé le 11 et le 12 octobre 2013 avec pour objectif de se battre aux côtés du gouvernement ivoirien pour obtenir la réconciliation nationale. Pour pouvoir atteindre nos objectifs, nous avons installé des coordinations partout sur l'ensemble du territoire. Et un an après, il était bon que nous fassions le bilan, c'est-à-dire faire le point de l'implantation du RACI, et puis en même temps aussi regarder du point de vue de la démarche, du point de vue de la communication, du point de vue de l'approche, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Le RACI, toujours selon son président, le député Mamadou Kanigui Soro, est un mouvement d'action en faveur de l'unité et du développement. Dans cette optique, il encourage le président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro et le chef de l'État Alassane Ouattara dans leurs efforts. Mieux, le RACI s'engage pour la réélection du président Alassane Ouattara en 2015. Voilà, fin de ce journal supervisé par Sylvie Touré et réalisé par Arlène Poka et Kane Bakari Korobogo. À 23h, retrouvez Hamza Diaby pour le dernier journal. Et demain 20h, vous avez rendez-vous avec David Mobio. Très bonne soirée sur RTI.